Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de survie et d'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Marcel Duclos, ingénieur français, considéré comme un original par ses voisins de la petite commune savoyarde de Bellevaux, qui construisit pendant des années un abri souterrain sophistiqué que tous jugeaient inutile et fantasque. Cette histoire vraie de 1962 à 1985 nous révèle comment la vision d'un homme seul, moqué par son entourage, sauva littéralement la vie de centaines de personnes lors du terrible hiver de 1985 qui paralysa l'Europe alpine pendant des semaines. Cette épopée authentique nous enseigne que les plus grandes réalisations naissent souvent de l'obstination de ceux qui voient plus loin que leurs contemporains et que la préparation minutieuse peut transformer une catastrophe naturelle en simple épreuve surmontable grâce à la prévoyance et à l'ingéniosité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'ingéniosité française. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces héros méconnus de l'ingéniosité humaine. Préparez-vous à découvrir comment un fou visionnaire est devenu le sauveur de toute une communauté. Paragraphe 1. L'automne 1962 marqua le début de l'une des aventures d'ingénierie les plus extraordinaires et méconnues de la France moderne, quand Marcel Duclos, ingénieur des ponts et chaussées âgé de 45 ans, prit la décision qui allait faire de lui la risée de tout le village de Bellevaux, en Haute-Savoie, construire de ses propres mains un abri souterrain capable d'accueillir plusieurs centaines de personnes en cas de catastrophe naturelle majeure. Cette entreprise titanesque, menée dans le secret et la solitude pendant plus de 20 années, était motivée par une conviction profonde que les Alpes françaises subiraient un jour un hiver d'une violence exceptionnelle qui mettrait en péril la survie de populations entières. Marcel Duclos n'était pourtant pas un illuminé ou un survivaliste paranoïaque, mais un professionnel respecté qui avait consacré sa carrière à l'étude des risques naturels alpins. Diplômé de l'école polytechnique et spécialisé en géotechnique montagnarde, il avait participé à la construction de nombreuses infrastructures dans les Alpes et développé une connaissance intime des phénomènes climatiques extrêmes qui pouvaient frapper ces régions. « Les montagnes ont une mémoire », répétait-il souvent, et elles nous rappellent parfois brutalement que nous ne sommes que des invités sur leur pente. Sa conviction d'une catastrophe hivernale imminente s'enracinait dans l'analyse minutieuse qu'il avait menée des archives météorologiques alpines depuis le XVIIe siècle. Ses recherches personnelles, poursuivies pendant ses loisirs, révélaient des cycles climatiques de grande amplitude qui produisaient périodiquement des hivers d'une violence exceptionnelle. Tous les 80 à 100 ans, expliquait-il à qui voulait l'entendre, les Alpes connaissent un hiver qui dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir. Le dernier remonte à 1879-1880. Nous sommes donc en retard sur l'échéance. Cette théorie, fondée sur des données historiques solides, mais allant à l'encontre des prévisions météorologiques officielles de l'époque, valut à Duclos une réputation d'excentrique auprès de ses collègues et de catastrophiste auprès de ses voisins. Marcel voit des apocalypses partout, plaisantait le maire de Bellevaux, Georges Mermoud. Il nous prédit la fin du monde tous les hivers depuis qu'il habite ici. Cette moquerie bienveillante masquait mal l'agacement croissant des habitants face aux prédictions alarmistes de cet ingénieur parisien qui s'était installé dans leur paisible vallée. Le projet d'abri souterrain germa dans l'esprit de Duclos après l'hiver particulièrement rigoureux de 1962-1963, qui avait isolé plusieurs communes alpines pendant des semaines et causé de nombreux décès par hypothermie et manque de vivres. Si un hiver relativement normal peut déjà causer de tels drames, se disait-il, que se passera-t-il quand surviendra le véritable hiver du siècle que mes calculs annoncent ? Cette interrogation angoissée le poussa à concevoir une solution radicale, créer un refuge souterrain capable d'abriter la population de Bellevaux et des hameaux environnants en cas de catastrophe climatique majeure. Le choix de l'emplacement résulta de plusieurs mois de prospection géologique minutieuse dans les collines qui entouraient le village. Duclos recherchait un terrain offrant à la fois une roche stable pour creuser, une position stratégique dominant la vallée et un accès discret qui lui permettrait de travailler sans attirer l'attention.
Il finit par jeter son dévolu sur une parcelle boisée qu'il acheta discrètement, située sur le versant sud du mont Bilia, à 2 km du centre de Bellevaux. Ce terrain de 3 hectares présentait des caractéristiques géologiques idéales. Un sous-sol de calcaire dur surmonté d'une couche d'argile imperméable, une exposition favorable qui évitait les vents dominants, et surtout une configuration naturelle qui dissimulait parfaitement l'entrée de ce qui allait devenir l'un des abris souterrains privés les plus sophistiqués d'Europe. Duclos baptisa ce lieu le Refuge, nom qui prendrait un sens prophétique 23 ans plus tard. Les premiers coups de pioche furent donnés en octobre 1963, marquant le début d'un chantier que Duclos mènerait seul, travaillant chaque soir après ses journées professionnelles et consacrant tous ses week-ends à cette œuvre qu'il considérait comme sa mission de vie. « Je construis pour les enfants de mes enfants », expliquait-il à sa femme Simone, seule confidente de ce projet gigantesque. Un jour, ils comprendront pourquoi leur grand-père a passé sa vie à creuser la montagne. Cette entreprise solitaire nécessitait une organisation militaire et une détermination à toute épreuve. Duclos avait calculé qu'il devrait excaver environ 15 000 mètres cubes de roches et de terre pour créer son complexe souterrain, travail qu'il estimait pouvoir accomplir en 15 à 20 ans en y consacrant 15 heures par semaine. Cette planification rigoureuse révélait l'esprit méthodique de l'ingénieur, mais aussi l'ampleur démente d'un projet qu'aucun homme sensé n'aurait entrepris seul. L'outillage nécessaire à cette excavation représentait un investissement considérable que Duclos finança en vendant progressivement tous ses biens superflus et en réduisant drastiquement son train de vie familial. Marteau-piqueur pneumatique, compresseur, treuil, étançon métallique, système d'éclairage, pompe d'évacuation. L'arsenal technique qu'il assembla progressivement dans son hangar improvisé ressemblait à l'équipement d'une petite entreprise de travaux publics. Cette accumulation d'équipements industriels dans une propriété privée alimenta rapidement les rumeurs les plus folles dans le village. Certains soupçonnaient Duclos de préparer une exploitation minière clandestine. D'autres imaginaient qu'il construisait un laboratoire secret. Les plus fantaisistes évoquaient même un bunker militaire destiné à abriter des armes secrètes. Cette prolifération de théories conspirationnistes amusait l'ingénieur qui cultivait volontairement le mystère autour de son projet, conscient que la vérité paraîtrait encore plus invraisemblable que les rumeurs. Paragraphe 2. Les premières années de construction, 1963-1967, se déroulèrent dans un secret relatif que Duclos maintenait grâce à l'isolement de son terrain et à un système de camouflage minutieusement conçu. L'entrée principale de l'abri était dissimulée derrière un aménagement paysager artificiel qui reproduisait parfaitement l'aspect naturel de la colline, tandis que les déblais d'excavation étaient systématiquement dispersés sur de vastes surfaces pour éviter la formation de monticules suspects. Cette stratégie de discrétion nécessitait un travail supplémentaire considérable, mais permettait à l'ingénieur de poursuivre son œuvre sans subir les pressions sociales et administratives qu'aurait inévitablement suscité la révélation de ses intentions. L'architecture souterraine que concevait Duclos révélait une maîtrise technique remarquable et une vision d'ensemble d'une ampleur extraordinaire. Le complexe principal s'articulait autour d'une grande salle centrale de 800 mètres carrés, capable d'accueillir 300 personnes, complétée par un réseau de galeries spécialisées, dortoirs familiaux, infirmeries, réserves alimentaires, ateliers techniques, centrale électrique autonome. Cette conception modulaire permettait une extension progressive au fur et à mesure de l'avancement des travaux, tout en maintenant la fonctionnalité de l'ensemble à chaque étape de construction. La technique d'excavation développée par Duclos combinait méthodes traditionnelles et innovations personnelles nées de son expérience d'ingénieur. Il creusait selon la méthode des mineurs, progressant galerie par galerie, en étançonnant immédiatement chaque section pour éviter les effondrements, mais adaptait ces techniques aux spécificités géologiques de son terrain. Chaque mètre cube de roche a sa personnalité, notait-il dans le journal de chantier qu'il tenait méticuleusement. Il faut apprendre à dialoguer avec la montagne pour qu'elle accepte de se laisser creuser. L'évacuation des déblais constituait l'aspect le plus délicat de l'opération, car ces tonnes de pierres et de terre risquaient de trahir l'ampleur des travaux.
Duclos avait conçu un système ingénieux de transport souterrain utilisant des wagonnets sur rails qui acheminaient les déblais vers 3 sorties camouflées réparties sur sa propriété. Cette infrastructure ferroviaire miniature, entièrement construite de ses mains, représentait à elle seule un exploit technique remarquable qui révélait l'étendue de ses compétences d'ingénieur. L'aménagement intérieur de l'abri révélait une attention minutieuse au confort et à la survie à long terme. Duclos avait étudié la psychologie des espaces confinés et conçu un système d'éclairage artificiel reproduisant les cycles naturels jour-nuit, des espaces de vie sociale pour maintenir les liens communautaires, et même une bibliothèque souterraine destinée à occuper intellectuellement les réfugiés durant les longues périodes d'isolement. Cette humanisation de l'espace souterrain témoignait de sa compréhension profonde des besoins humains fondamentaux. Les installations techniques du refuge atteignaient un niveau de sophistication remarquable pour une réalisation individuelle. Système de ventilation avec filtration d'air, production d'électricité par générateur de secours, réserve d'eau potable calculée pour 6 mois d'autonomie, installation sanitaire complète avec traitement des eaux usées, chaque aspect de la survie collective avait été anticipé et planifié avec la rigueur d'un ingénieur habitué aux grands projets d'infrastructure. L'approvisionnement en matériaux posait des défis logistiques complexes que Duclos résolvait avec une ingéniosité remarquable. Il étalait ses achats dans le temps et diversifiait ses fournisseurs pour éviter d'attirer l'attention sur l'ampleur de ses besoins. Béton, ferraille, équipements électriques, tuyauterie. Chaque élément était acquis discrètement et transporté nuitamment vers son chantier secret. Cette logistique clandestine nécessitait une planification minutieuse qui révélait ses talents d'organisateur autant que de constructeur. Le financement de cette entreprise gigantesque représentait un défi personnel considérable pour Duclos, qui investissait la totalité de ses économies et une part croissante de ses revenus dans son projet. Il avait calculé que l'ensemble lui coûterait l'équivalent de 3 maisons individuelles, somme énorme pour un fonctionnaire de l'époque. Cette ruine financière volontaire inquiétait profondément sa famille, mais Duclos restait inébranlable dans sa conviction. L'argent ne sert à rien si on ne l'utilise pas pour protéger ceux qu'on aime. Les premières rumeurs concernant d'étranges travaux sur la propriété Duclos commencèrent à circuler dans le village vers 1966, alimentées par l'observation de va-et-vient nocturnes, de livraisons mystérieuses, et surtout par le bruit sourd des machines qui résonnaient parfois dans la colline. Ces indices épars donnaient lieu aux interprétations les plus diverses. Laboratoires clandestins, trafic en tout genre, voire installations militaires secrètes. La personnalité discrète de Duclos, qui ne se mêlait guère à la vie sociale locale, alimentait ces spéculations. Jules Mermoz, agriculteur voisin de la propriété Duclos, fut le premier à tenter de percer le mystère. Marcel fait un raffut de tous les diables avec ses machines, jour et nuit, et puis il reçoit des livraisons bizarres, du béton, du fer, de gros tuyaux. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer là-haut ? Cette curiosité légitime se heurtait au mutisme souriant de Duclos, qui se contentait de répondre. Un petit projet personnel, rien de bien passionnant. L'accumulation d'indices intriguait suffisamment les autorités locales pour que le maire Mermoud envisage une visite officielle de la propriété. Cependant, les activités de Duclos, bien qu'étranges, ne violaient aucune réglementation apparente. Il travaillait sur son terrain privé. Ces installations ne nécessitaient pas de permis de construire puisqu'elles étaient souterraines, et aucune nuisance avérée ne justifiait une intervention administrative. Cette zone grise légale protégeait parfaitement son entreprise secrète. Cette période de construction intensive révélait la détermination extraordinaire de Duclos et sa capacité à mener de front vie professionnelle normale et projets personnels démesurés. Ses journées commençaient à 6 heures dans son abri pour 3 heures de travaux avant de partir à son bureau d'ingénieur, se poursuivaient par une journée classique de travail administratif et se terminaient par 4 nouvelles heures d'excavation jusqu'à minuit. Cette cadence infernale, maintenue pendant des années, témoignait d'une énergie et d'une motivation qui confinaient à l'héroïsme. Paragraphe 3. L'année 1968 marqua un tournant décisif dans l'aventure souterraine de Duclos avec l'achèvement de la salle centrale principale et le début des aménagements spécialisés qui allaient transformer son abri rudimentaire en véritable complexe de survie.
Cette phase de développement révéla toute l'ampleur de sa vision d'ensemble et sa capacité à anticiper les besoins les plus variés d'une communauté temporairement coupée du monde extérieur. L'ingénieur savait que sauver des vies en cas de catastrophe nécessitait bien plus qu'un simple trou dans la montagne. Il fallait créer un écosystème humain complet capable de fonctionner en autarcie pendant des mois. L'aménagement de l'infirmerie souterraine révéla la minutie avec laquelle Duclos avait étudié les risques sanitaires d'un confinement prolongé. Cette installation médicale de 150 mètres carrés comprenait une salle d'opération équipée d'un générateur électrique dédié, une pharmacie stockant plusieurs années de médicaments de base, et même un petit laboratoire d'analyse. Duclos avait consulté discrètement plusieurs médecins de la région sous prétexte d'équiper un dispensaire de montagne, recueillant leurs conseils sur l'équipement médical indispensable en situation d'isolement. La conception du système alimentaire témoignait d'une compréhension remarquable de la logistique de survie à long terme. Les réserves alimentaires, calculées pour nourrir 300 personnes pendant 6 mois, étaient stockées dans des chambres frigorifiques, creusées dans la roche et maintenues à température constante par l'inertie thermique naturelle de la montagne. Duclos avait même aménagé des espaces de culture hydroponique souterraine pour produire des vitamines fraîches, anticipant les risques de carence nutritionnelle lors d'un confinement prolongé. Le système de ventilation constituait l'une des prouesses techniques les plus remarquables du complexe. Duclos avait conçu un réseau de galeries d'aération naturelle exploitant les différences de pression atmosphérique pour créer une circulation d'air permanente, complétée par des ventilateurs électriques de secours. Ce système hybride garantissait un air respirable même en cas de panne électrique totale, problématique cruciale pour la survie en espace confiné que peu d'amateurs auraient à su résoudre. L'installation électrique révélait l'ingéniosité de Duclos pour créer une autonomie énergétique complète. 3 générateurs diesel de puissance différentes assuraient la production d'électricité selon les besoins, complétés par des batteries de secours et même un système hydraulique exploitant un ruisseau souterrain pour produire une électricité d'appoint. Cette redondance énergétique garantissait un fonctionnement des équipements vitaux, même en cas de panne multiple, anticipation remarquable pour l'époque. L'aménagement des espaces de vie révélait une attention particulière à la psychologie des groupes en situation de stress. Duclos avait étudié les récits de survie polaire et de voyages spatiaux pour comprendre comment prévenir les conflits dans un environnement confiné. Il avait donc créé des espaces privatifs pour les familles, des zones communes pour maintenir les liens sociaux et même une petite chapelle œcuménique destinée à répondre aux besoins spirituels des réfugiés, quelle que soit leur confession. La bibliothèque souterraine, constituée de plus de 5000 ouvrages soigneusement sélectionnés, témoignait de sa compréhension de l'importance de l'occupation intellectuelle en situation d'isolement. Romans, essais, manuels techniques, encyclopédies, livres pour enfants. Cette collection éclectique visait à maintenir le moral et l'activité intellectuelle des réfugiés pendant les longues périodes d'attente. Duclos avait même prévu des jeux de société et des instruments de musique pour diversifier les loisirs collectifs. L'atelier technique souterrain révélait l'anticipation remarquable de Duclos sur les besoins de maintenance et de réparation en situation d'autonomie. Équipé d'un tour, d'une forge et d'un outillage complet, cet espace permettrait aux réfugiés de fabriquer ou réparer les équipements défaillants pendant leur séjour forcé. Cette prévoyance technique, inspirée de son expérience d'ingénieur, transformait l'abri en véritable base industrielle miniature capable de s'auto-maintenir. La gestion de l'eau constituait l'un des défis techniques les plus complexes du projet. Duclos avait foré un puits artésien qui garantissait un approvisionnement permanent en eau potable, complété par des citernes de stockage et un système de recyclage des eaux usées. Cette installation hydraulique sophistiquée assurait une autonomie hydrique complète, ressource vitale que peu de projets de survie amateurs prennent suffisamment au sérieux. Vers 1970, l'ampleur des travaux commençait à intriguer sérieusement le voisinage. Les livraisons de matériaux se multipliaient, le bruit des machines devenait quasi permanent, et surtout, l'électricité consommée par la propriété Duclos atteignait des niveaux inhabituels pour une simple résidence.
Ces indices cumulés alimentaient une curiosité croissante que l'intéressé parvenait encore à contenir par son mutisme souriant et ses explications évasives. Marie-Claire Dubois, postière du village, observait avec perplexité. Monsieur Duclos reçoit des colis bizarres presque tous les jours. Des équipements médicaux, de la nourriture en conserve par caisses entières, même des livres par centaines. On dirait qu'il équipe un hôpital ou une école. Qu'est-ce qu'il peut bien faire de tout ça? Cette accumulation d'indices révélateurs commençait à éveiller une curiosité qui dépassait la simple rumeur de voisinage. L'évolution progressive du projet transformait Duclos lui-même, qui développait des compétences techniques dans des domaines de plus en plus variés. D'ingénieur civil, il était devenu successivement électricien, plombier, maçon, mécanicien et même jardinier pour son système hydroponique. Cette polyvalence exceptionnelle, acquise par nécessité pratique, faisait de lui un homme orchestre de la technique capable de concevoir et réaliser seul des installations que seules des équipes spécialisées auraient normalement pu mener à bien. Paragraphe 4. L'année 1972 marqua l'entrée de l'abri de Duclos dans sa phase de maturité opérationnelle avec l'installation des derniers équipements critiques et les premiers tests de fonctionnement en situation simulée. Cette période révéla l'ampleur extraordinaire de la réalisation. Le complexe souterrain s'étendait désormais sur près de 4000 mètres carrés, répartis sur 3 niveaux, représentant l'équivalent d'un petit village enfoui dans la montagne savoyarde. L'ingénieur solitaire avait accompli en une décennie ce qu'une entreprise spécialisée aurait eu du mal à réaliser en respectant les mêmes standards de qualité et de sophistication technique. Les tests de fonctionnement en conditions réelles révélèrent la fiabilité exceptionnelle des installations conçues par Duclos. Simulant une occupation de 250 personnes pendant une semaine, ces essais validèrent successivement tous les systèmes: ventilation, éclairage, chauffage, production d'eau chaude, traitement des déchets, communication avec l'extérieur. Ces vérifications méthodiques, menées avec la rigueur d'un ingénieur habitué aux grands projets d'infrastructure, garantissaient que l'abri pourrait effectivement remplir sa mission en cas de catastrophe réelle. L'installation d'un système de communication sophistiqué témoignait de la vision globale de Duclos sur la gestion des crises. Poste radio amateur, téléphone de secours relié à des lignes enterrées, même un système de signalisation optique vers l'extérieur. Ces équipements permettraient aux réfugiés de maintenir le contact avec les secours extérieurs et de coordonner d'éventuelles opérations de sauvetage. Cette capacité de communication, souvent négligée dans les abris de fortune, s'avérait cruciale pour transformer un refuge en véritable centre de coordination de crise. La mise au point d'un système de chauffage autonome révélait l'attention de Duclos aux moindres détails de confort et de survie. Exploitant la géothermie naturelle de la montagne, complété par des radiateurs alimentés par sa centrale électrique, ce système maintenait une température constante de 18 degrés dans tout le complexe, quelle que soit la température extérieure. Cette climatisation souterraine, remarquablement économe en énergie, transformait l'abri en environnement vivable pour des séjours prolongés. L'aménagement d'une cuisine collective industrielle témoignait de l'expérience pratique acquise par Duclos en matière de restauration de masse. Équipée de fours, plaques de cuisson, réfrigérateurs et même d'un système de conservation sous vide, cette installation permettrait de nourrir correctement plusieurs centaines de personnes avec les réserves alimentaires stockées dans le complexe. L'ingénieur avait même prévu des menus adaptés aux différents régimes alimentaires et aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants et personnes âgées. Le développement d'un système médical autonome révélait les compétences insoupçonnées de Duclos en matière de santé publique. L'infirmerie souterraine, équipée d'appareils de radiologie, d'un bloc opératoire de campagne et d'une pharmacie complète, permettrait de traiter la plupart des urgences médicales courantes. L'ingénieur avait même noué des contacts discrets avec des médecins de la région pour organiser des formations de secourisme destinées aux futurs utilisateurs de l'abri. L'installation d'un centre de loisirs souterrain révélait l'attention de Duclos au moral des réfugiés lors de confinements prolongés. Salle de projection cinématographique, bibliothèque musicale, espace de jeux pour enfants, même une petite salle de sport. Ces aménagements récréatifs visaient à maintenir l'équilibre psychologique des occupants pendant les périodes d'isolement forcé. Cette humanisation de l'espace de survie témoignait d'une compréhension remarquable des besoins humains fondamentaux.
Cependant, cette accumulation d'équipements sophistiqués commençait à attirer sérieusement l'attention des autorités locales. La consommation électrique de la propriété Duclos avait quintuplé en 10 ans, les livraisons de matériaux se succédaient quotidiennement et surtout, des techniciens spécialisés étaient parfois aperçus sur le terrain, alimentant les rumeurs les plus folles sur la nature réelle des activités de l'ingénieur. Le maire Mermoud finit par convoquer officiellement Duclos pour tenter de percer le mystère. Marcel, les habitants s'inquiètent de vos activités. Que diable fabriquez-vous dans votre colline? Ces machines qui tournent jour et nuit, ces livraisons incessantes, ces techniciens qui vont et viennent, il nous faut des explications. Cette confrontation que redoutait Duclos depuis des années l'obligeait pour la première fois à justifier publiquement son entreprise secrète. La réponse de l'ingénieur révéla sa stratégie de communication soigneusement préparée. « Monsieur le maire, je développe un système de stockage souterrain pour ma collection personnelle. Rien d'illégal, rien de dangereux, juste un hobby d'ingénieur retraité qui a toujours rêvé de construire quelque chose de durable. » Cette explication, techniquement véridique mais volontairement incomplète, satisfaisait les exigences légales tout en préservant le secret de ses véritables intentions. Cette justification officielle, bien que rassurante sur le plan administratif, ne calmait pas la curiosité croissante des villageois qui développaient des théories de plus en plus extravagantes. Certains imaginaient une collection d'art souterraine, d'autres suspectaient une cave à vin démesurée. Les plus inventifs évoquaient même un musée privé consacré à l'ingénierie. Ces spéculations, souvent amusantes, révélaient l'incapacité collective à imaginer la véritable ampleur et la finalité réelle du projet Duclos. L'attitude de Duclos face à ces rumeurs révélait sa philosophie personnelle. Mieux valait passer pour un excentrique inoffensif plutôt que de révéler un projet qui serait probablement jugé alarmiste et irréaliste par ses contemporains. « Laissez-les rire », confiait-il à sa femme Simone. « Le temps viendra où ils comprendront que j'avais raison. » En attendant, leur ignorance protège mon travail. Cette sérénité face aux moqueries témoignait d'une conviction profonde et d'une patience remarquable. Paragraphe 5. Les années 1975-1978 marquèrent l'apogée de la construction avec l'achèvement des installations les plus sophistiquées et l'intégration de technologies de pointe que Duclos adaptait ingénieusement aux contraintes de son environnement souterrain. Cette période révéla toute l'ampleur de son génie technique et sa capacité à détourner des équipements industriels pour créer des solutions uniques adaptées à sa vision de la survie collective. Le complexe était désormais devenu une véritable ville souterraine autonome, dotée de toutes les infrastructures nécessaires à une vie communautaire prolongée dans des conditions d'isolement total. L'installation d'un système informatique rudimentaire, révolutionnaire pour l'époque, témoignait de la modernité de la vision de Duclos. Cet ordinateur central, acquis auprès d'une entreprise en liquidation, gérait automatiquement la ventilation, l'éclairage, la température et même la distribution d'eau selon des programmes préétablis. Cette automatisation, exceptionnelle pour un projet privé des années 1970, libérait les occupants potentiels des tâches techniques et répétitives pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, survivre et maintenir la cohésion sociale. Le développement d'un atelier de fabrication souterrain révélait l'anticipation remarquable de Duclos sur les besoins d'autosuffisance technique à long terme. Équipé de machines-outils de précision, d'une fonderie miniature et même d'un laboratoire de chimie de base, cet espace permettrait aux réfugiés de réparer, modifier ou fabriquer la plupart des équipements nécessaires à leur survie. Cette capacité industrielle miniaturisée transformait l'abri en véritable base autonome capable de s'auto-maintenir pendant des années. L'aménagement d'une école souterraine témoignait de la vision à long terme de Duclos qui anticipait la possibilité de confinement, dépassant une simple année scolaire. Cette salle de classe équipée de matériel pédagogique moderne, de laboratoires scientifiques miniaturisés et d'une bibliothèque spécialisée dans l'enseignement permettrait de maintenir l'éducation des enfants réfugiés. Cette attention à l'avenir des jeunes générations révélait l'humanisme profond qui motivait l'ingénieur dans son entreprise apparemment technique. La création d'un système hydroponique sophistiqué transformait l'abri en ferme souterraine capable de produire des légumes frais toute l'année.
Ces jardins suspendus, éclairés par des lampes spéciales et nourris par une solution nutritive calculée scientifiquement, complétèrent les réserves alimentaires par des vitamines fraîches, indispensables à la santé à long terme. Cette agriculture souterraine, pionnière en France, anticipait de plusieurs décennies les techniques modernes de culture hors sol urbaine. L'installation d'une station météorologique souterraine reliée à des capteurs extérieurs camouflés permettait de surveiller en permanence les conditions climatiques sans exposition aux dangers. Ces équipements, connectés au système informatique central, déclenchaient automatiquement les procédures d'alerte et adaptaient le fonctionnement de l'abri aux conditions extérieures. Cette intégration technologique révélait la modernité de l'approche de Duclos qui anticipait les systèmes domotiques contemporains. Le développement d'un système de traitement d'air sophistiqué, capable de filtrer les contaminants chimiques et biologiques, témoignait de l'évolution des préoccupations de Duclos, qui intégrait désormais les risques industriels modernes à ses calculs de survie. Ces filtres militaires, acquis discrètement auprès de fournisseurs spécialisés, transformaient l'abri en refuge NBC, nucléaire, bactériologique, chimique, capable de protéger ses occupants contre les pollutions les plus diverses. La mise en place d'un système de surveillance périmétrique révélait l'attention croissante de Duclos à la sécurité de son installation. Caméras camouflées, détecteurs de mouvement, système d'alarme discret. Ces équipements de protection permettraient de détecter et dissuader les intrusions malveillantes tout en préservant le secret de l'abri. Cette sécurisation progressive témoignait de la valeur croissante de son projet et des risques que représenterait sa découverte prématurée. Cependant, cette sophistication croissante attirait l'attention d'observateurs de plus en plus qualifiés. Des ingénieurs de passage dans la région remarquaient les équipements inhabituels, des représentants commerciaux s'interrogeaient sur les commandes exceptionnelles, et même les services de renseignement commençaient à s'intéresser discrètement à ce particulier qui achetait du matériel militaire sensible. L'attention des autorités s'intensifia quand Duclos commanda des équipements de décontamination NBC auprès d'un fournisseur militaire. Cette transaction, signalée automatiquement aux services compétents, déclencha une enquête de routine qui révéla l'ampleur inhabituelle des acquisitions de l'ingénieur savoyard. Pour la première fois, son projet risquait d'être découvert par des professionnels capables d'en comprendre la véritable nature et l'ampleur. La visite de 2 inspecteurs de la Direction de la surveillance du territoire en novembre 1977 marqua le moment le plus délicat de l'aventure souterraine de Duclos. Ces agents, officiellement chargés de vérifier l'usage des équipements sensibles qu'il avait acquis, menaient en réalité une investigation approfondie sur ses activités et ses motivations. Cette confrontation avec les services de l'État mettait en péril 15 années de travail secret. La stratégie de Duclos face à cette investigation révéla sa préparation minutieuse aux éventualités les plus diverses. Il présenta aux enquêteurs un dossier complet sur ses travaux de recherche personnelle en génie civil souterrain, techniquement irréprochable et légalement inattaquable. Cette couverture scientifique, soigneusement préparée depuis des années, transformait son projet secret en recherche appliquée parfaitement justifiée et protégée par la liberté académique. L'examen de son installation par les experts gouvernementaux se transforma en véritable tour de force technique. Impressionnés par la qualité et l'originalité de ses réalisations, ces spécialistes recommandèrent finalement que Duclos soit associé aux programmes officiels de protection civile. Cette reconnaissance inattendue validait 15 années d'efforts solitaires, mais risquait aussi de compromettre le secret qui protégeait son abri personnel. Paragraphe 6. La décennie 1978-1985 transforma progressivement l'abri secret de Duclos en légende locale, alimentée par l'accumulation d'indices troublants et l'évolution de sa réputation d'ingénieur excentrique vers celle de savant fou local. Cette période marqua paradoxalement l'achèvement technique de son projet et l'intensification des rumeurs qui menaçaient de révéler prématurément son secret. L'ingénieur naviguait désormais entre la satisfaction du devoir accompli et l'angoisse de voir son œuvre découverte avant d'avoir pu servir à sa destination première. Sauver des vies lors de la catastrophe climatique qu'il prédisait avec une conviction inébranlable. Les perfectionnements techniques de cette période révélaient l'obsession de Duclos
pour l'amélioration continue de ses installations. Chaque hiver ordinaire lui permettait d'identifier de nouvelles optimisations. Isolation thermique renforcée, redondance des systèmes critiques, amélioration du confort de vie, expansion des capacités de stockage. Cette démarche d'ingénieur perfectionniste transformait progressivement son abri en installation de référence mondiale. Bien que personne ne soit en mesure d'apprécier cette excellence technique, cachée dans le secret de la montagne savoyarde. L'installation d'un système de communication par satellite, technologie émergente de l'époque, témoignait de la modernité persistante de la vision de Duclos. Cette liaison satellitaire, camouflée en antenne de télévision amateur, permettrait aux réfugiés de maintenir le contact avec le monde extérieur, même lors d'une catastrophe, détruisant toutes les infrastructures terrestres de communication. Cette anticipation des besoins de communication globale révélait une compréhension remarquable des enjeux de coordination des secours en situation de crise majeure. Le développement d'un centre médical souterrain de niveau hospitalier marquait l'évolution de l'abri vers une véritable autonomie sanitaire. Équipé d'un bloc opératoire stérilisé, d'appareils de radiologie portables et même d'un laboratoire d'analyse médicale, ce centre de soins permettrait de traiter les pathologies les plus diverses pendant un confinement prolongé. Duclos avait discrètement noué des contacts avec des médecins de Genève et d'Annecy pour valider ces équipements et former des bénévoles aux techniques de soins d'urgence. L'aménagement d'un centre de loisirs et de formation permanente révélait l'attention croissante de Duclos au moral et au développement personnel des réfugiés potentiels. Bibliothèque de 10 000 ouvrages, salle de cinéma avec projecteur 16 mm, atelier d'artisanat, même un petit studio d'enregistrement. Ces installations culturelles visaient à transformer un confinement subi en période d'enrichissement personnel et de renforcement des liens communautaires. La création d'un système de production énergétique diversifié témoignait de l'expérience acquise par Duclos en matière d'autonomie à long terme. Générateurs diesel, panneaux solaires camouflés, éoliennes souterraines exploitant les courants d'air naturels, même une petite centrale hydraulique utilisant le débit du ruisseau local. Cette multiplication des sources d'énergie garantissait un fonctionnement continu des équipements vitaux pendant des années d'isolement. L'installation d'un atelier de réparation automobile souterrain révélait l'anticipation de Duclos sur les besoins de mobilité post-catastrophe. Ce garage souterrain, accessible par une rampe camouflée, permettrait de maintenir opérationnels les véhicules nécessaires aux liaisons avec l'extérieur une fois la crise passée. Cette vision de la phase de sortie de crise témoignait d'une planification globale qui dépassait la simple survie immédiate. Cependant, cette sophistication croissante ne passait plus inaperçue aux yeux des professionnels. Les techniciens appelés pour des maintenances spécialisées commençaient à comprendre l'ampleur et la finalité du projet Duclos. Plusieurs d'entre eux proposèrent spontanément leurs services pour participer à cette œuvre qu'ils jugeaient visionnaire, créant autour de l'ingénieur un cercle discret d'admirateurs et de collaborateurs occasionnels. Jean-Claude Morel, électricien spécialisé d'Annecy, témoignait de sa découverte. Quand M. Duclos m'a fait visiter ses installations pour une intervention de maintenance, j'ai cru rêver. Cette installation rivalise avec les meilleures réalisations militaires que j'ai pu voir. Cet homme a créé une merveille technique avec ses seules mains et son génie d'ingénieur. Si seulement les autorités comprenaient la valeur de son travail. Cette reconnaissance professionnelle commençait à créer autour de l'abri secret un réseau informel d'experts qui contribuaient bénévolement à son perfectionnement. Médecins, informaticiens, spécialistes en climatisation, experts en agriculture. Chaque corps de métier apportait ses compétences à cette œuvre collective qui dépassait largement les capacités d'un homme seul, même génial. L'évolution de la réputation de Duclos dans la région révélait ce passage de la moquerie à l'intriguée respectueuse. Les habitants de Bellevaux cessaient progressivement de le considérer comme un simple excentrique pour y voir un personnage mystérieux dont les activités dépassaient de leur entendement. Cette transformation de l'image publique préparait psychologiquement la communauté locale à découvrir un jour la véritable nature de l'œuvre souterraine de leurs voisins énigmatiques. Marie Dubois, la postière, résumait cette évolution. Au début, on se moquait de M. Duclos et de ses manies. Maintenant, on se dit qu'il cache quelque chose d'important.
tous ces techniciens qui viennent le voir, tous ces équipements qu'il reçoit. Cet homme prépare quelque chose de grand, même si on ne comprend pas quoi. Cette intuition collective préparait le terrain à la révélation qui allait survenir l'hiver suivant. L'achèvement technique de l'abri en 1984 marquait l'accomplissement de 22 années de travail solitaire. Le complexe souterrain couvrait désormais 6000 mètres carrés sur 4 niveaux, pouvait accueillir 400 personnes pendant une année complète en autonomie totale et constituait probablement l'abri privé le plus sophistiqué du monde occidental. Cette réalisation extraordinaire n'attendait plus que l'événement qui justifierait son existence. L'hiver du siècle que Duclos prédisait avec une certitude inébranlable depuis plus de 20 ans. Paragraphe 7. L'hiver 1984-1985 commença de manière trompeusement normale, avec des températures saisonnières classiques qui confortaient les sceptiques dans leur conviction que les prédictions alarmistes de Duclos relevaient de la pure fantaisie. Cependant, l'ingénieur observait avec une attention croissante les signes météorologiques subtils que ces 20 années d'études des cycles climatiques alpins lui avaient appris à déchiffrer. Les configurations de pressions atmosphériques, l'évolution des températures océaniques et surtout les patterns de vent d'altitude révélaient l'approche d'un phénomène météorologique d'une ampleur exceptionnelle qui allait transformer l'hiver banal en catastrophe historique. Le 15 janvier 1985, les premières alertes météorologiques officielles signalèrent l'approche d'une masse d'air sibérienne d'une intensité inhabituelle, qui menaçait de plonger l'Europe occidentale dans un froid extrême. Ces bulletins professionnels, encore prudents dans leurs prévisions, ne soupçonnaient pas l'ampleur du phénomène qui se préparait. La convergence de 3 systèmes anticycloniques majeurs qui allaient créer un blocage atmosphérique piégeant l'air arctique sur l'Europe pendant des semaines. Duclos, qui suivait passionnément ces évolutions, comprit immédiatement qu'il assistait au déclenchement de l'hiver du siècle qu'il attendait depuis 23 ans. Les premières chutes de neige du 20 janvier dépassèrent rapidement tous les records régionaux. En 48 heures, près de 2 mètres de neige s'accumulèrent dans la vallée de Bellevaux, paralysant complètement les communications routières et isolant le village du monde extérieur. Cette accumulation exceptionnelle n'était que le prélude de ce qui allait devenir la catastrophe hivernale la plus grave du XXe siècle dans les Alpes françaises, dépassant largement l'imagination des habitants et des autorités locales. Le 25 janvier, quand les températures chutèrent à 35 degrés C dans la vallée, contre 15 degrés lors des hivers les plus rigoureux habituels, la situation bascula dans l'urgence absolue. Les canalisations éclatèrent massivement, privant d'eau courante la totalité des habitations. Les lignes électriques cédèrent sous le poids de la glace, plongeant la région dans l'obscurité et le froid. Et surtout, les réserves de combustible s'épuisèrent rapidement car personne n'avait anticipé un tel niveau de consommation de chauffage. L'isolement total du village devint dramatique quand les dernières liaisons téléphoniques furent coupées le 28 janvier. Aucun secours extérieur ne pouvait désormais atteindre Bellevaux et ses 2800 habitants, bloqués dans leurs maisons de plus en plus froides, avec des réserves alimentaires qui s'amenuisaient rapidement. Les premières victimes de l'hypothermie, principalement des personnes âgées et des enfants en bas âge, révélaient l'ampleur dramatique d'une situation que personne n'avait anticipée ni préparée. C'est dans ce contexte de détresse collective que Duclos prit la décision la plus importante de sa vie. Révéler l'existence de son abri secret et proposer de l'ouvrir à la population en détresse. Cette décision, mûrie pendant des années, mais toujours repoussée, s'imposait désormais comme une obligation morale face à la menace vitale qui pesait sur ses concitoyens. L'homme qui avait été moqué pendant 23 ans pour ses prédictions alarmistes devenait soudain le seul recours possible pour sauver une communauté entière. La révélation publique de l'abri, le 30 janvier 1985, provoqua un choc psychologique considérable dans une population qui découvrait soudain que son voisin excentrique possédait la solution à leur calvaire. Le maire Mermoud, convoqué d'urgence par Duclos sur sa propriété, découvrit avec stupéfaction l'ampleur extraordinaire d'une réalisation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Bon Dieu, Marcel !» s'exclama-t-il en découvrant la salle principale. « Vous avez construit une ville souterraine. Pourquoi avoir caché tout cela ?»
La réponse de Duclos révéla la philosophie qui l'avait guidé pendant plus de 2 décennies. « Monsieur le maire, si j'avais révélé ce projet dès le début, vous m'auriez fait interner. » Il fallait d'abord que je le construise, puis que la catastrophe prouve son utilité. Aujourd'hui, mes concitoyens ont besoin d'un refuge. Je leur offre le fruit de 23 années de travail. Cette logique implacable révélait une stratégie de communication pensée de longue date et parfaitement adaptée aux circonstances. L'organisation de l'évacuation d'urgence vers l'abri révéla les qualités de meneur d'hommes de Duclos, qui endossait naturellement le rôle de coordinateur de crise, pour lequel il s'était inconsciemment préparé pendant des années. Priorité aux familles avec enfants en bas âge, aux personnes âgées et aux malades chroniques, répartition des familles selon l'espace disponible, attribution des responsabilités communautaires. Cette logistique d'urgence révélait une organisation préméditée remarquable. Le premier groupe de réfugiés, 150 personnes évacuées dans la nuit du 30 au 31 janvier, découvrit avec émerveillement un environnement de vie souterrain, d'un confort et d'une sophistication qui dépassaient leurs habitations habituelles. Chauffage constant, eau chaude, éclairage électrique, nourriture abondante, même télévision et radio. Cet abri révélait son statut de refuge de luxe, plutôt que de simple survie, témoignant de la vision humaniste qui l'avait inspiré. L'adaptation psychologique des premiers réfugiés révéla l'intelligence de conception de Duclos qui avait anticipé les besoins humains fondamentaux en situation de stress. Les espaces familiaux préservaient l'intimité, les zones communes maintenaient les liens sociaux et surtout, l'impression d'être dans un environnement organisé et maîtrisé calmait l'angoisse liée à la catastrophe extérieure. Pour la première fois depuis le début de la crise, les habitants de Bellevaux se sentaient en sécurité. L'efficacité immédiate de l'abri face à la crise révéla la justesse de toutes les anticipations de Duclos. Chaque problème rencontré trouvait sa solution dans les aménagements prévus. Soins médicaux pour les victimes d'hypothermie, nourriture chaude pour réchauffer les organismes affaiblis, espace de repos pour récupérer du traumatisme de l'évacuation. Cette adéquation parfaite entre besoins réels et moyens disponibles validait spectaculairement 23 années de réflexion et de préparation solitaire. Paragraphe 8. Les jours suivants révélèrent l'ampleur extraordinaire de la catastrophe climatique qui frappait les Alpes et l'efficacité remarquable de l'abri de Duclos pour protéger une population en détresse. Le 5 février, près de 400 personnes avaient trouvé refuge dans le complexe souterrain, transformant l'installation privée en véritable centre d'hébergement d'urgence d'une efficacité que n'égalaient pas les structures officielles de protection civile. Cette démonstration grandeur nature de la vision de Duclos provoquait une révolution dans les mentalités locales et attirait progressivement l'attention des médias nationaux sur ce miracle savoyard. L'organisation de la vie communautaire dans l'abri révéla les qualités de leadership naturel de Duclos, qui endossait spontanément le rôle de coordinateur général qu'il s'était inconsciemment préparé à assumer pendant des décennies. Répartition des tâches selon les compétences, rotation des services communs, gestion démocratique des décisions collectives. Cette micro-société souterraine fonctionnait avec une harmonie remarquable qui témoignait de l'intelligence sociale intégrée dans la conception originale du complexe. La découverte progressive des installations par les réfugiés provoquait un émerveillement constant qui transformait leur vision de l'homme qu'ils avaient longtemps considéré comme un simple excentrique. Paul Mercier, agriculteur local, témoignait de sa stupéfaction. Marcel a pensé à tout. Bibliothèque pour les enfants, infirmerie mieux équipée que celle du village, même une salle de cinéma. Cet homme a consacré sa vie à nous préparer un refuge de rêve, et nous, on se moquait de lui. Cette reconnaissance tardive mais totale révélait l'ampleur du retournement psychologique provoqué par la crise. L'efficacité du système médical souterrain se révéla cruciale pour traiter les nombreux cas d'hypothermie, de gelures et d'épuisement provoqués par l'exposition prolongée au froid extrême. Dr Lemaire, médecin de Bellevaux réfugié lui aussi dans l'abri, découvrait avec stupéfaction une infirmerie mieux équipée que son propre cabinet. Marcel possède ici des équipements que même l'hôpital d'Annecy n'a pas. Cet homme a anticipé tous nos besoins médicaux d'urgence avec une précision de professionnel. Comment a-t-il pu prévoir aussi juste? L'autosuffisance alimentaire de l'abri
impressionnait particulièrement les réfugiés qui découvraient des réserves calculées scientifiquement pour nourrir plusieurs centaines de personnes pendant des mois. Conserves, produits lyophilisés, même légumes frais cultivés dans les jardins hydroponiques souterrains, cette abondance contrastait dramatiquement avec la pénurie qui régnait à l'extérieur et révélait la sophistication logistique d'une préparation minutieuse. Le système de communication de l'abri permettait de maintenir le contact avec l'extérieur et de suivre l'évolution de la catastrophe, révélant que le phénomène dépassait largement la région de Bellevaux pour affecter l'ensemble de l'arc alpin. Cette vision globale de la crise renforçait la reconnaissance des réfugiés envers celui qui les avait non seulement sauvés, mais leur offrait une fenêtre sur le monde extérieur grâce à sa prévoyance technique. L'attention médiatique sur le miracle de Bellevaux commença le 8 février quand un journaliste de France 3 Alpes, évacué par hélicoptère militaire, put filmer l'intérieur de l'abri et interviewer ses occupants. Ces images extraordinaires d'une population entière vivant confortablement sous terre pendant qu'une tempête historique ravageait la surface firent sensation et projetèrent brutalement Duclos sur la scène médiatique nationale. Le reportage télévisé révéla au grand public l'existence de cette réalisation extraordinaire et transforma instantanément Duclos en héros national. Les téléspectateurs découvraient avec fascination cet ingénieur visionnaire qui avait consacré sa vie à préparer une catastrophe que personne ne croyait possible, sauvant ainsi plusieurs centaines de vies grâce à son obstination et son génie technique. Cette consécration médiatique tardive mais éclatante validait publiquement 23 années d'efforts solitaires.